Le médecin nous explique que mon père est en train de partir et qu'ils n'arrivent pas à rattraper la situation. On se retrouve tous autour de lui, on lui donne la main, et puis on le voit partir. Je le vois partir main dans la main, quoi, avec lui. Et, voilà. Moi, ce que je veux, c'est entendre un juge dire « Oui, l'hôpital d'Antony et ce docteur ont fait des erreurs. » Aujourd'hui, je suis toujours pas capable de regarder une photo de lui. Alors que si ça s'était passé de façon différente, très certainement j'aurais pu, avec le sourire et tout. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Le 5 mars 2018, mon père, en après-midi, avait des douleurs au niveau de l'estomac. Des douleurs qui commençaient un petit peu à naître, mais qui étaient, on va dire, acceptables. Et le soir, donc je vivais encore chez mes parents à ce moment-là, le soir, en rentrant du travail, je vois que mon père avait des douleurs qui étaient vraiment persistantes à ce niveau. Et puis, on s'est dit qu'on allait aller aux urgences quand même pour être sûr que tout va bien se passer. Sur le trajet, ces douleurs se sont transformées en des douleurs thoraciques. Il avait de plus en plus de mal à respirer. Donc, l'inquiétude était de plus en plus importante. On est arrivé à l'hôpital d'Antony en soirée. Et une fois arrivé sur place, on s'est présenté pour des douleurs thoraciques. Donc, mon père, il avait un peu plus de 70 ans à ce moment-là. On nous a fait attendre en nous disant que ça devrait aller assez vite. Sauf qu'on a attendu à peu près 1 heure. Donc j'ai demandé à une infirmière de s'occuper de mon père qui était en train de se tordre de douleur dans la salle d'attente. Et au bout d'1 heure, l'infirmière nous a mal reçus, c'est le terme en fait, en nous faisant comprendre qu'on l'embêtait, qu'il fallait attendre, qu'il y avait du monde. Mais finalement, elle l'a prise quand même dans la foulée. Donc bon, forcément, on se sent rassuré, on se dit, il est pris en charge, c'est bon, ça y est. Bon, certes, ça a mis 1 heure, mais bon, c'est pas très grave. Sauf que 2 minutes après, je vois mon père qui revient. Je lui dis, mais papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, elle m'a dit de me rasseoir, qu'il y avait du monde. Elle m'a juste pris mes paramètres vitaux, en fait, elle a juste pris sa tension, je pense, ou son pouls, et elle l'a fait se rasseoir. Une nouvelle fois, on se sent rassuré, parce qu'on remet notre confiance aux institutions, on se dit que si elle a fait ça, c'est que tout va bien. Mon père, de plus en plus, sa situation s'empire. Il se tord, il est allongé quasiment dans les bancs, il a du mal à respirer, il demande à sortir et tout. Quasiment 1 heure après, une fois qu'on les a relancés de nouveau, ils acceptent de le prendre, mais elle revient un peu mielleuse, bizarrement. Voilà, votre père, on a fait un électrocardiogramme, le médecin l'a pris en charge, bon, il va vous expliquer. Je me suis dit, c'est bizarre ce changement de comportement. Elle était très sèche et très désagréable au début, elle nous a mis de côté, très clairement, pour ensuite être un petit peu de marcher sur des œufs. Je me suis dit, ça cache quelque chose. Donc j'ai rencontré le fameux docteur à ce moment-là, qui a été le même médecin qui a pris en charge mon père tout le reste de son hospitalisation, qui m'explique que mon père était en train de constituer un infarctus, donc une crise cardiaque, assez importante. Mais il me dit, on va faire un électrocardiogramme, enfin, ils vont continuer l'électrocardiogramme, et puis surtout, on lui injecte les médicaments afin de lui faire une coronarographie. Donc en fait, c'est tout simplement, on met des ressorts au niveau des artères et des veines pour permettre que le sang passe en fait entre le cœur et les organes. Ils ont commencé à faire le nécessaire, puis je vois mon père, il me parle et tout, je me dis bon, c'est peut-être pas... J'ai toujours ce truc de me dire, c'est peut-être pas si grave, là, il est là, mon père, alors certes, il est allongé, il est douloureux, mais ça va. Sauf que ça fonctionne pas comme ça, un infarctus, ça se constitue au niveau du cœur, etc. Ça devient désagréable et douloureux, mais la nécrose, elle s'opère. Donc le médecin m'a dit, on verra en fonction de la nécrose du cœur. Donc le cœur était en train de mourir, et le cœur, c'est pas comme un foie, les cellules se régénèrent pas en vérité. Donc du coup, son cœur était en train de... Pardon, je suis désolé. Je déteste la raconter cette histoire. Je déteste la raconter à chaque fois de me retrouver. Mais j'ai pas le choix, je suis obligé de le faire. Du coup, le médecin m'explique que c'est pas très utile que je reste et qu'il va me tenir au courant de la suite. Donc je rentre chez moi. Donc je dors pas. Je dors tout simplement pas de la nuit en attendant des nouvelles, en attendant. Et je décide de le rappeler. Parce que au matin, j'arrive pas. Et là, c'est le drame. Et le médecin me dit très clairement, en gros, c'est foutu. Mais quasiment mot pour mot. C'est-à-dire que... Alors, bien évidemment, il prend un peu de pincette, mais à la fin, il me dit en gros qu'il n'y a pas d'espoir. Très, très clairement. C'est-à-dire qu'on passe de la veille à en gros, une catastrophe. La nécrose, donc les cellules mortes du cœur sont trop diffuses et que c'est compliqué. Donc, ils ont mis mon père sous drogue, donc on appelle ça des amines, pour booster un petit peu le muscle cardiaque, mais de par son expérience, etc., il n'y a rien à faire. Il faut accepter qu'il parte comme ça, en fait. J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes, en fait, tout simplement parce que c'est trop brutal. On passe de, entre guillemets, vous inquiétez pas, on va voir ce qu'il en est, à votre père va mourir, quoi, au téléphone. Au lieu de nous dire venez vite, etc., on en discute et tout.
Donc tout tourne, j'appelle tous les membres de ma famille et on va à l'hôpital. Donc je vois mon père avec un masque d'oxygène, je le vois très épuisé, très fatigué en soins intensifs. Et là, on lui demande tout de suite, est-ce que vous ne pouvez pas le transférer? C'est le premier réflexe qu'on a eu. Si vous ne pouvez rien faire, peut-être qu'il y a un hôpital, donc ce qu'on appelle un shock center, un hôpital vraiment dédié à ça. Il nous dit que non, que ça ne sert à rien, qu'en gros, il n'y a rien à faire, qu'il n'est pas éligible à une greffe cardiaque parce qu'il a plus de 60 ans. Tout est matière à ce que rien ne soit possible de faire. Donc il s'est refusé au transfert de mon père. Non, ça ne sert à rien, il ne faut pas le faire, il ne faut pas chercher à comprendre. Donc complètement abattu, avec les membres de ma famille, on se retrouve dans un fast-food le soir en discutant de la situation. On tape sur Google problème, défaillance, ventricule gauche-cœur, et là on voit qu'il y a des choses. On se dit mais c'est pas possible, on doit se tromper, c'est pas possible. On voit que déjà, quand quelqu'un a un problème cardiaque très important, on place ce que l'on appelle une ECMO. Une ECMO, c'est une machine qui remplace le cœur, qui se met de façon très facile au pied du lit, avec 2 tuyaux, grosso modo, et qui a pour but de faire pause au niveau de l'attaque cardiaque, si vous voulez. Pas d'ECMO au niveau de mon père. N'a été posé ou n'a été demandé. Première chose qui est très bizarre. Deuxième chose, on voit qu'il y a un équipement qui a pour but de remplacer le ventricule gauche du cœur, qui s'appelle des LVAD, en anglais c'est Left Ventricule Assistant Device. Donc vraiment c'est le ventricule gauche afin de remplacer la fonctionnalité du cœur. Mais c'est pas possible, ça tombe pile poil sur la pathologie de mon père. On va voir le médecin. Et là on voit il tourne la tête, on voit qu'il oui mais non, mais ça marche pas, ne cherchez pas. On voit qu'il se détourne du truc, on se dit non, son attitude elle est pas normale. Et là on voit que même les infirmières d'accueil nous disent de son service, vous avez raison d'insister sur le transfert de votre père. Tout de suite après, on envoie un mail au professeur Leprince, je me permets de le citer parce qu'il a été exceptionnel de bout en bout, de la Pitié-Salpêtrière, qui est un ponte dans tout ce qui concerne la cardiologie, les greffes cardiaques et j'en passe. Et dans ce mail, je le supplie de nous aider et de nous dire juste s'il peut nous recevoir pour savoir si on dit n'importe quoi, qu'on est pris par l'émotion, ou est-ce que c'est viable ce qu'on dit. Je me suis dit, il me répondra jamais, c'est pas possible. Je vous supplie, faites quelque chose, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Il accepte de nous recevoir, incroyable, il nous répond, il nous appelle même, il nous reçoit, on met tout sur la table et il nous dit que si notre père est transférable et qu'il est éligible à cet outil en fait. Donc, c'est-à-dire que on se dit qu'on ne dit pas n'importe quoi en fait. On n'est pas que sous l'émotion de vouloir le sauver absolument. On retourne voir le docteur en question à la clinique d'Anthony et tout de suite il nous bloque en nous disant oui non il n'est pas transférable, je me suis renseigné et on dit non attendez, tenez. Et on lui passe le professeur au téléphone. Ni une ni deux, il devient transférable. Entre tous ces événements-là, il s'est écoulé 7 jours. Sauf que le temps c'est du muscle et que le cœur, les drogues ça fait pas tout. Le cœur est en sous-régime continuel, il essaie de fonctionner mais en fait il galère. Donc mon père est transféré le 12, donc 6 jours après on va dire, à la Pitié-Salpêtrière. Quand mon père il est transféré à ce moment-là, l'espoir renaît quoi. Je savais pas du tout que le temps écoulé allait entre guillemets nous être fatal ou quoi que ce soit. La première chose qu'ils font lorsque mon père arrive, ils lui mettent une ECMO. Je vois mon père le lendemain. Je précise qu'à Anthony, j'ai retrouvé mon père nu et attaché avec un masque. Tellement qu'il était mal. Et je l'ai retrouvé comme ça, et la seule explication c'est que mon père apparemment se débattait. Donc ils l'ont attaché, ils l'ont laissé nu. Un traitement inhumain. Et je retrouve mon père à la Pitié-Salpêtrière sans masque, en train de manger un kiwi, et en train de parler normalement avec moi. Mais on sait que l'ECMO c'est temporaire. En fait l'ECMO c'est un cœur en vérité, mais c'est une machine tellement grosse qu'on peut pas, voilà, le jour où on la rendra petite ça sera autre chose. Mais en attendant, mon père il est digne, il peut échanger avec nous, il est confortable. C'est tout ce qu'on demandait déjà. Et puis on met pause en fait au niveau de la patte, ça s'aggrave plus si vous voulez. Et on discute, puis on parle avec les médecins, puis oui il est éligible, il est bien éligible au LVAD. Et que ça peut l'accompagner. Alors c'est certes c'est un équipement un peu lourd, il y a des batteries, il y a des choses, mais au moins il pourra vivre le reste de sa vie comme ça. L'opération se passe bien. Et le lendemain, donc on attendait qu'il se réveille, il y a eu des complications. Il y a eu des complications, il y a eu ce que l'on appelle une défaillance multiviscérale, c'est-à-dire qu'il y a eu une défaillance générale des organes en fait. Et ça, c'est dû au temps qu'on n'a pas réussi à avoir. Donc suite à ça, le médecin nous explique que mon père est en train de partir et qu'ils n'arrivent pas à rattraper la situation. Donc
On se retrouve tous autour de lui, on lui donne la main, et puis on le voit partir. Je le vois partir main dans la main, quoi, avec lui. Et, ouais, voilà. Donc oui, c'était particulier. Surtout de le voir partir, etc., de l'avoir accompagné jusqu'au bout, ça a été compliqué. Et donc à ce moment-là, j'avais pas la force de faire quoi que ce soit, c'est-à-dire d'aller plus loin au niveau des démarches et tout. J'ai laissé du temps passer un petit peu et je suis retourné à l'hôpital privé d'Antony pour avoir des explications et crier mon désarroi. J'étais très en colère, mais je me suis dit il faut que je me contienne. J'avais surtout beaucoup d'incompréhension, je voulais comprendre en fait. Je voulais comprendre pourquoi ces choix-là. Et j'ai demandé des explications, et les infirmières, elles ont passé leur temps, oh, il y en a qui fait son show, il y en a qui fait son spectacle. Et elles m'ont pris tellement de haut, c'est-à-dire m'ont enfoncé encore plus. Et ça a été terrible. C'est une deuxième fois, une deuxième douleur en fait. J'ai eu absolument aucune explication de leur part, même pas essayer de comprendre qu'est-ce que je faisais là et pourquoi je demandais ça. Et je me suis mis à vouloir les attaquer au niveau de la justice. Alors on m'a très vite redirigé vers ce qu'on appelle la CCI. Donc c'est en fait une espèce de comité amical, on va dire, d'indemnisation pour les patients. Donc c'est le côté soft, je dirais, de la plainte. Et qui, en mon sens, est une perte de temps, maintenant je le sais. Puisqu'on se retrouve autour d'une table, plus ou moins, avec les personnes que j'accuse, donc le docteur, etc. Nous, on a été aidés par un médecin conseil qui connaissait cette personne-là, qui lui a demandé par mail, est-ce que c'est vrai que tu as dit ça, ça, ça et ça? Elle dit non. Elle dit, moi j'aurais pas fait comme ça. Non, on ne refuse aucun transfert. Donc et ça allait à l'encontre directe de ce que lui disait en fait. Le seul truc qu'ils ont reconnu, c'est les 10 minutes. Oui, on aurait dû, au bout de 10 minutes, ça a été une défaillance de notre part, on le reconnaît, c'est tout. Pour le reste, le docteur en question insiste en disant qu'il a bien fait les choses. Des règles qui sont appliquées dans tous les hôpitaux, c'est que quand une personne de cet âge-là se présente, c'est 10 minutes. On prend en charge 10 minutes, quelles que soient les autres urgences. Mais il commence à s'engouffrer dans un espèce de mensonge. Oui, je comptais le transférer. Ah, mais le problème, c'est qu'on est au moins une dizaine de témoins à avoir entendu tout l'inverse. Et là, il s'enfonce dans le mensonge. Et là, on n'avait plus de doute du tout. C'est-à-dire que c'était même pas le pauvre, entre guillemets, il pensait bien faire les choses. Non, là, il ment. Là, il veut se couvrir. Sauf que l'expert, parce qu'il y a un expert à ce moment-là qui juge justement, c'est un expert qui travaille pour le même groupe que l'hôpital d'Antony. Mais comment on peut recevoir ça? Pourquoi à chaque fois qu'on parle de ce conflit d'intérêts, on nous l'évince d'un revers de la main? Non, non, mais ça c'est rien. Mais on ne peut pas être jugé parti, c'est pas possible. Donc ça c'est la première injustice. L'expert qui serre la main au directeur du groupe, qui serre la main au médecin, enfin on les voit copiner ensemble quoi. Nous on était avec notre avocate, on était complètement dépassés, il statue que tout va bien. On a pris un avocat qui était assez connu dans le milieu. Il appuie notre affaire et cette fois-ci, on demande une expertise judiciaire. Donc on monte d'un niveau en fait. Pas de chance non plus, donc expert judiciaire. Ils prennent une personne qui est un non-sachant. En général, on prend un expert qui est dans le milieu. Une ECMO, ils ne savaient pas ce que c'était. Donc on était obligé de leur expliquer. Il m'a même appelé docteur à plusieurs reprises, il pensait que j'étais docteur. On a demandé le dossier médical, mais ça a été la croix et la bannière pour l'obtenir. Ils ont mis des jours et des jours. On n'a eu que des parties, des petits bouts par-ci, des petits bouts par-là, qu'on a dû reconstituer. Et dans ce dossier médical, on se rend compte qu'il y a des faits qui ont été modifiés. Pas des oublis, pas des erreurs. Quand ils disent que mon père, ils l'ont pris en charge au bout d'une heure, et qu'ils lui ont fait un ECG et qu'ils lui ont mis des soins, non, au bout d'une heure, mon père, elle l'a prise, elle l'a fait se rasseoir en salle d'attente. Quand devant l'expert judiciaire, on demande si vous avez fait un ECG à mon père, c'est d'autant plus dramatique, c'est-à-dire que vous aurez dû vous en rendre compte plus tôt qu'il n'allait pas bien. Pouvez-vous nous produire l'ECG en question, donc l'électrocardiogramme, pour qu'on puisse voir en fait que vous avez bien... Et là, il commence à bégayer et l'expert me dit de me taire. Oh, taisez-vous, ça c'est pas votre problème. Que le dossier a été modifié. Et mon ami qui est dans le milieu me dit oui, parfois on nous demande de modifier les dossiers. C'est pas un dossier médical, en soi, c'est même plus une preuve aujourd'hui. Parce qu'on le modifie pour arranger des situations. Donc le compte-rendu de cet expert judiciaire a été catastrophique. Nous, on était accompagnés d'un médecin conseil, vraiment quelqu'un d'assez calé justement dans la cardiologie, dans la greffe cardiaque, etc., etc. Et il était scandalisé. Et lui-même nous a dit qu'effectivement, jamais ça n'aurait dû se passer comme ça. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a payé 6 experts privés qui viennent d'horizons différents pour avoir un avis objectif. Donc on a donné toutes les preuves, tout le dossier médical, tous les éléments, afin d'appuyer notre demande.
il s'est avéré que sur les 6 experts judiciaires, la perte de chance évolue entre 25 et plus de 50%. C'est-à-dire qu'ils auraient dû faire les choses différemment afin de donner un max de chance à mon père. Donc on passe de 0 à quasiment plus de 50%. Et on a appris par la suite par certains médecins qu'il y aurait même potentiellement, et j'accuse pas, mais que ça existe apparemment, des compagnies d'assurance qui peuvent être amenées parfois à payer certains experts. Parce que j'ai eu des médecins qui étaient d'accord avec moi, mais qui ont dit « je ne peux pas intervenir, ça va se retourner contre moi ». Et donc oui, parce qu'ils ont peur d'être mis sur le banc, ils ont peur d'être mis de côté. Voilà, donc on a eu 2 expertises catastrophiques et on a déposé notre plainte au pénal, mais aussi au civil. Et il s'avère qu'au pénal, le juge a jugé l'affaire recevable. Donc ça veut dire qu'il n'a pas classé sans suite, il a eu tous les éléments. On lui a donné les 6 expertises privées qui passent quand même de 0% de perte de chance à entre 25 et 50%, c'est quand même autre chose. Et là, voilà dans l'étape dans laquelle je suis actuellement avec la justice. Donc ça traîne, c'est long. On a été auditionnés, etc. Ça fait maintenant 6 ans que tout ce parcours judiciaire a débuté. C'est extrêmement long, c'est extrêmement énergivore. Et on nous met des stops, en fait, tout simplement, afin qu'on entre guillemets, lâche l'affaire. Sauf que voilà, moi j'irai jusqu'au bout, ça c'est évident. Depuis 2018, ma vie elle est complètement entre parenthèses. Comment dire ? Je comprenais pas, par exemple, avant, quand les gens ils prenaient des médicaments, des anxiolytiques, des somnifères, tout ça, je l'ai fait. Cette force-là, je la trouve à travers l'amour que je porte pour mon père. Et je fais une sorte de déni, en fait, c'est-à-dire que je parle de lui encore au présent. Dans ma tête, je me dis, on va se revoir. Enfin, c'est particulier. Et je lui porte tellement d'amour que je me refuse d'abandonner. Déjà, à titre personnel, ce combat, vraiment, il est à titre personnel déjà. Mais on sait que ça peut arriver à d'autres personnes. Et si ces personnes peuvent voir cette vidéo et avoir les armes pour se dire pourquoi vous ne lui mettez pas une ECMO tout de suite? Pourquoi vous ne le transférez pas tout de suite? Que ces personnes peuvent le savoir au moment où ça arrive, ou même avant, plutôt que de le savoir après, comme ça a été mon cas. Alors s'il y a 1 ou 2 personnes que ça peut aider, ça sera toujours ça de gagner. Et ça m'a laissé, oui, bien sûr, des traces psychologiques très très importantes. Aujourd'hui, je suis toujours pas capable de regarder une photo de lui. J'y arrive pas. J'arrive pas à regarder une vidéo de lui. Alors que si ça s'était passé de façon différente, très certainement j'aurais pu, avec le sourire et tout. Aujourd'hui, j'y arrive pas. Je culpabilise et j'ai presque l'impression que c'est de ma faute en fait. Je me suis dit, j'aurais dû tourner à gauche, j'aurais dû aller à la pitié tout de suite. Je suis plus sous les médicaments, tout ça, j'ai arrêté parce que ça avait un effet vraiment négatif à la longue. Même si on a une dépendance après, hein. On n'arrive pas à dormir sans, des choses comme ça. Disons que j'apprécie plus la vie comme je devrais l'apprécier. Je rigole plus autant qu'avant, je m'amuse plus autant. Des fois, je culpabilise de m'amuser trop ou de profiter trop. Des choses comme ça en fait. Je me dis, ouais, mais lui, il est pas là. Moi, ce que je veux, c'est entendre un juge dire, oui, l'hôpital d'Antony et ce docteur ont fait des erreurs. Pour moi, c'est important de témoigner aujourd'hui. Je veux dénoncer ces pratiques. Parce qu'aujourd'hui, très souvent, on parle des problèmes des hôpitaux qui ont des problèmes de moyens. Et ça, c'est une réalité. Mais il y a autre chose derrière ça. C'est trop facile de nettoyer les manquements du personnel aussi. Ils ont des vies entre les mains et ces gens, ils doivent expliquer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait. Parce qu'ils ont une responsabilité à ce moment-là. Et c'est cette partie-là, c'est ce type de défaillance-là que je dénonce. Et je souhaite sensibiliser les gens par rapport à ça.